Sud Radio Parlons Vrai chez Bourdin, 10h30, 12h30, Jean-Jacques Bourdin. Il est 11h03, merci d'être avec nous. Un sujet qui a alimenté les conversations, j'en suis certain, tout le week-end. La France ne désarme pas. Au contraire, ne désarme pas. Pourquoi ? Parce que le budget de l'armée française annoncé par Emmanuel Macron vendredi pour les 7 ans qui viennent, 2024-2030, sera de 413 milliards, ce qui représente 57 milliards d'euros par an. Cette année, nous sommes à 43,9 milliards, c'était 32,7 milliards en 2017. Vous remarquez donc l'augmentation du budget militaire. Pourquoi cette augmentation ? Est-ce indispensable ou pas ? 0826 300 300, vous intervenez, vous réagissez, vous avez votre avis, vous faites vos remarques, évidemment vous êtes prioritaire, vous le savez. Pour parler de notre armée, de notre budget militaire, nous avons avec nous Thomas Gassillou, qui est député Renaissance du Rhône, président de la Commission de la Défense nationale et des Forces armées à l'Assemblée nationale. Bonjour. Merci d'être avec nous. Emmanuel Dupuis, qui est consultant défense, sécurité, armement, président de l'Institut Prospective et Sécurité en Europe. Bonjour Emmanuel Dupuis. Bonjour. Et puis Eduardo Riancipel, ancien député, membre de la Commission de la Défense nationale et des Forces armées à l'Assemblée, porte-parole de Territoire de Progrès. Eduardo Riancipel, bonjour. Bonjour Jean-Jacques Bourdin. Merci d'être avec nous. Alors, budget en forte augmentation, de plus en plus d'argent pour nos armées. Était-ce indispensable ? Thomas Gassillou. Ah oui, c'est indispensable. C'est un budget qui est considérable, mais à hauteur des risques qui sont également considérables. Vous savez qu'on n'a pas attendu. Dès 2017, le budget de la défense a augmenté avec une loi de programmation militaire qui a été respectée à l'euro près. Aujourd'hui, les dangers du monde continuent à augmenter. Donc, en conséquence, on continue à augmenter le budget pour nous défendre collectivement. Bien, donc indispensable. Oui, vous êtes d'accord, Emmanuel Dupuis ? Je suis absolument d'accord avec ce que vient de dire Thomas. C'est un budget de transformation. Ça veut bien dire ce que ça veut dire. C'est-à-dire que nous avions jusqu'à présent un budget d'adaptation, avec un budget qui visait à adapter le retard que nous avions pris il y a une dizaine d'années, une sorte de décrochage. Parce que si nous n'avions pas réduit, il y a une dizaine d'années, l'argent que nous mettions dans notre défense, nous aurions un budget qui serait quasiment de 60-70 milliards. Là, nous sommes dans l'objectif d'en avoir 43. Dizaine d'années, c'était des années socialistes. Non, Nicolas Sarkozy. Non, Nicolas Sarkozy, le premier, a réduit le budget. Disons qu'il était dans une logique de décrochage. Disons-le ainsi. Oui. Et bien évidemment, c'est pas une question politique. C'est une question de dangerosité. Le monde n'était pas tout à fait celui mondiale que nous vivions aujourd'hui. Avec des opérations extérieures que nous ne menions pas avec le rythme que nous avons mené depuis maintenant à partir de 2013-2014. Alors un budget de transformation qui sera adapté à l'euro près, avec une prospective qui consiste à dire que nous devons augmenter davantage notre budget de la défense en relation avec ce que font nos voisins. Je rappelle juste que les Allemands vont investir 100 milliards d'euros dans les 2 exercices budgétaires des 2 prochaines années. Bien, nous allons regarder évidemment ce budget à la lumière de ce qui se passe dans le monde, et c'est normal. Nous allons regarder ce budget dans le détail aussi, quelles sont les priorités, est-ce qu'il y a un changement de stratégie de la part du président de la République, mais Eduardo Riancipel, était-ce nécessaire ? Cette augmentation, indispensable. L'augmentation et le renforcement du budget de la défense des armées françaises était indispensable, nécessaire et utile au regard du dérèglement géopolitique et des risques et menaces qui pèsent sur notre pays comme sur l'Europe, pour assurer notre sécurité collective. Alors, je vois une unanimité autour de cette table. Si vous n'êtes pas d'accord avec nos invités, vous le dites. 0826 300 300. Il y aura des nuances, évidemment. Vous allez le découvrir au fil du débat. Je remarque qu'il n'y a aucune critique des pacifistes de l'extrême gauche. Où sont passés les pacifistes aujourd'hui ? Vous les avez entendus ? Est-ce que vous les avez entendus depuis vendredi ? Thomas Gassillou. Vous savez, j'ai une commission de plus de 70 députés, avec l'ensemble des groupes politiques qui sont représentés. Et c'est mon combat du quotidien d'essayer de rassembler les uns et les autres pour générer du consensus. Et je remarque effectivement, dès le budget 2023, c'est le seul budget qui n'a fait l'objet d'aucune opposition pour la partie défense. Quelques abstentions de certains groupes politiques un peu plus à l'extrême, mais aucune opposition. En tout cas, c'est mon travail au quotidien de dire qu'on n'a pas le droit de se diviser sur les questions de défense. C'est votre travail, mais c'est aussi le reflet peut-être de l'opinion publique. Mais je peux vous dire que j'ai organisé un débat pas plus tard que lundi dernier à Brest. On a été accueillis par une vingtaine
de militants qui souhaitent le désarmement nucléaire de notre pays. Donc oui, il y a un débat, mais on a pu discuter, on a pu exposer quel était l'objectif de notre dissuasion. Et finalement, on arrive à générer du consensus tout en ayant chacun des idées quand même un peu différentes. Édouard Dorian-Sipel. Vous demandez où sont les pacifistes. Je ne sais pas, et ce terme est connoté. En tout cas, je suis pour la paix. Oui, et la France est pour la paix et pour la sécurité. Non, mais je parle des pacifistes engagés, j'ai bien pacifistes entendu, militants. Des antimilitaristes, de ceux qui estiment que mettre du budget dans la défense, c'est inutile, c'est exagéré, que ça servirait je ne sais quel complexe militaro-industriel. Alors j'interroge les auditeurs, est-ce que c'est inutile? Est-ce que c'est exagéré? Est-ce que ça, je ne sais pas moi, est-ce que ça met de l'huile sur le feu? Parce que certains le disent. Et pour terminer d'un mot... On va parler de l'Ukraine, oui. Quand on est pour la paix, cela suppose qu'on donne des moyens à la paix, qu'on se donne les moyens de la paix. Et se donner les moyens de la paix, c'est assurer la sécurité, d'être crédible en cas d'agression ou en cas de menace. Et nous sommes dans un monde où les hostilités sont grandes. Et donc je crois que ce budget répond tout simplement aux intérêts de la sécurité de la France, qui veut la paix et la sécurité, qui est toujours la politique étrangère de la France. Emmanuel Dupuy. Alors je me souviens que vous aviez vous-même posé cette question sur une autre chaîne, en mettant en avant le fait qu'un sous-marin nucléaire coûtait tant d'écoles. Oui. Mais je crois que la question du budget n'est pas seulement les matériels, c'est aussi les hommes qui servent. 260 000, c'est le niveau d'engagement à la fois du personnel civil. Aujourd'hui, 260 000 engagés. Militaires et civils. C'est moins d'1% de la population personnel active. Personnel du ministère de la Défense. Mais le président de la République, je ne suis pas de son parti, donc je le dis d'autant plus fermement, a raison de dire que c'est aussi les forces morales qui sont derrière l'importance de ce budget. Il faut sous-tendre par une résilience, une acceptation, l'engagement que tous les citoyens font en matière de défense. Le président l'a répété par rapport au doublement du nombre de réservistes. Vieille idée qui remonte déjà à Jacques Chirac, qui voulait porter le chiffre à 100 000. Là, on en est à 40 000. Mais c'est déjà un progrès. Pour répondre à votre question sur les pacifistes, alors il y a quand même un débat sur lequel il n'y a pas unanimité totale. C'est le niveau d'engagement sur la modernisation de notre outil nucléaire. Les 5,6 milliards qui vont être engagés pour la modernisation de notre outil, le principal outil, notre système donc de notre missile ASMPA, qui va être amélioré vers le M51, sans rentrer dans des détails très précis, parce que là, il y a un certain nombre de militants qui sont anti-nucléaires, qui s'appuient sur le fait que le traité d'interdiction de l'arme nucléaire a été voté au Conseil de sécurité des Nations Unies en juillet 2019, qu'il est effectif, parce que 50 pays l'ont ratifié, mais qu'aucun des 5 pays membres du Conseil de sécurité et aucun des pays qui détient l'arme nucléaire l'a ratifié. Mais enfin, ça c'est quand même un débat sur le niveau d'engagement que certains estiment trop important sur les crédits d'équipement pour la modernisation de notre outil nucléaire. Quand j'avais été élu député en 2012, j'étais membre de la commission de la défense nationale et des forces armées et aussi membre du livre blanc sur la défense et la sécurité nationale de 2013. C'est le grand document stratégique toujours valable, même s'il y a eu une revue stratégique en 2017 quand Emmanuel Macron a gagné l'élection présidentielle. Avec François Hollande, on avait stabilisé et augmenté un petit peu le budget de la défense et depuis, il ne cesse d'augmenter très fortement avec Emmanuel Macron depuis 2017 et maintenant, il va augmenter dans la loi de programmation militaire 2024-2030, d'un tiers en portant sur l'ensemble de cette période à 413 milliards d'euros l'effort de défense. Je veux dire que la situation géopolitique en matière de risques et de menaces, aussi bien sur notre environnement immédiat en Europe et au port de l'Europe, s'est aggravée, chacun le voit avec la guerre décidée par la Russie en Ukraine. On revient à la possibilité de conflits de haute intensité et il faut relever ce défi. Je rappelle au passage, c'est parce que c'est pas simplement de l'argent qui va aux armées comme ça. L'économie de la défense représente environ 200 000 emplois directs et indirects en France. C'est environ 4% des emplois en France, l'économie de la défense. C'est une économie qui sert notre base industrielle et technologique de défense, la BITD, qui elle aussi a des applications dans le monde civil. C'est-à-dire que l'argent, une partie de cet argent qui va aux armées et au ministère de la Défense, va aussi servir des entreprises, beaucoup de PME,
qui recouvre le tissu économique français. C'est un argent utile pour l'emploi, c'est un argent utile pour l'économie française, c'est un argent utile pour l'innovation avec des applications dans le monde civil, et c'est ça aussi avec en plus de la souveraineté, du non délocalisable. Je pense que c'est gagnant sur tous les plans pour la France. Bien, il est 11h13, nous allons entrer dans tous ces détails, nous allons regarder encore une fois ces choix qui sont des choix stratégiques faits par le président de la République. Je le disais, à la lumière de la situation internationale et notamment de la guerre en Ukraine, nous allons regarder quelles sont les modernisations qui vont être effectuées dans l'armée française, s'il y a une modification de la stratégie militaire française, enfin tout cela, tous ces sujets. Il est 11h14 et venez vous mêler au débat. 0826 300 300, vous êtes sur Sud Radio, à tout de suite. Sud Radio Parlons Vrai chez Bourdin, 10h30, 12h30, Jean-Jacques Bourdin. Bien, il est 11h17. Nous allons revenir sur les livraisons d'armes à l'Ukraine, d'armes lourdes à l'Ukraine. C'était notre débat vendredi, mais là, nous allons revenir dans le cadre de ce budget militaire de la France. Alors, je vais résumer, vous ajoutez, si je dis des bêtises, que veut le président de la République? Que dit-il? Améliorer les drones, l'intelligence artificielle, la lutte contre les cyberattaques, donc le renseignement, moderniser la dissuasion nucléaire, on en a parlé, conversion de l'armée de l'air au tout Rafale, rénovation des blindés de l'armée de terre, porte-avions de nouvelle génération construits, plus 50% de défense solaire. C'est cela, il y a autre chose encore? Alors moi je le classerai en 3 grandes catégories. La première catégorie, c'est 12-13% de notre budget, c'est la modernisation de notre dissuasion, pour qu'elle reste crédible. C'est la clé de voûte de la défense nationale depuis le général de Gaulle. La deuxième grande catégorie, ce sont les capacités conventionnelles, multimilieux, multichamps, effectivement, qui doivent faire face à des innovations. On doit rester au meilleur niveau. Et il y a une troisième grande catégorie, c'est la résilience, la capacité de faire face à une agression d'un point de vue cyber, d'un point de vue civil, et également en doublant le nombre de réservistes. Voilà. Oui, Emmanuel Dupuis. Oui, alors en lien avec ce que le président de la République n'a pas dit avec précision à Mont-de-Marsan vendredi dernier, mais qu'il avait dit le 9 novembre, quand il a présenté l'actualisation de la revue stratégique, qui s'appelle maintenant la revue nationale stratégique, avec ce chapitre concernant l'influence, avec une multiplication de l'implication donc de la lutte anti-cyber, défensive et offensive, avec une multiplication, je crois, de 2 milliards supplémentaires pour les forces de renseignement, pour les services de renseignement militaires. C'est important. C'est déterminant. Plus 60% donc de budget supplémentaire pour préparer notre capacité de contre-espionnage, notre capacité de recherche d'information, notre capacité d'anticipation. Et puis un élément qu'on n'évoque pas souvent, mais qu'il faudrait évoquer, la multiplication aussi de l'investissement dans le cadre de nos forces spéciales, qui nous permettent de faire des projections de force, parce qu'encore une fois, le conflit de haute intensité est une perspective dans laquelle nous ne sommes pas engagés. Par contre, nous sommes engagés sur les opérations extérieures. Alors, est-ce qu'on peut dire que cette armée de projection, parce que finalement, ces dernières années, on parlait beaucoup d'armée de projection. Aujourd'hui, on revient à une armée un peu plus traditionnelle. Il faut les deux. On rééquilibre. Effectivement, traditionnellement, l'armée française est plutôt effectivement une armée de projection, de sanctuaire national. On voit que les conflits, regardez ce conflit ukrainien, c'est un conflit très traditionnel. Avec deux forces armées face à face, qui gagnent un peu de terrain, offensif. Mais vous avez également des manœuvres dans l'espace, vous avez des attaques cyber, vous avez le champ informationnel. Et par ailleurs, les menaces, d'une certaine manière, s'agrègent plutôt qu'elles ne se succèdent. Et c'est là toute la difficulté, c'est qu'une menace ne remplace pas une autre, une menace s'ajoute à une autre. Par ailleurs, ce qui se passe en Ukraine n'a pas diminué les menaces qu'on connaît par ailleurs, donc notamment les menaces plus au sud en matière de développement djihadiste. Et donc, c'est là que l'enjeu, c'est de traiter l'ensemble de ces menaces en multimilieu, en multichamp, bien entendu le fer et le feu, mais également le champ informationnel, le cyber ou l'espace, par exemple. Alors, Édouard Dorian-Sipel, vous voulez ajouter quelque chose? Oui, parce que cette guerre de la Russie contre l'Ukraine, elle est à la fois nouvelle et en même temps avec des moyens traditionnels. Elle est hybride, multidimensionnelle et aussi conventionnelle, puisque maintenant nous avons un conflit de haute intensité avec des chars, du matériel conventionnel classique, mais avec tous les moyens cyber, de désinformation grâce aux technologies et à l'innovation moderne, et qui font que ce conflit est un conflit à la fois moderne avec des éléments
tout à fait nouveau auquel il faut se préparer. Alors, nos démocraties doivent se préparer. Alors Cynthia est à Châlons-en-Champagne, va vouloir intervenir, veut intervenir. Frédéric aussi, qui est à Toulouse, veut intervenir. Des questions, donc, ça suscite des réactions. 0826 300 300. Moi, je vais vous poser des questions concrètes, puisqu'on augmente le budget, c'est qu'on a besoin d'augmenter le budget. Si on a besoin d'augmenter le budget, c'est que l'état, peut-être, de l'armée française n'est pas très bon. Est-il vrai que beaucoup de nos stocks sont vides, qu'on manque d'armes? C'est vrai ou c'est pas vrai? Non, mais et que notre matériel est parfois très vieillissant et qu'il faut absolument le rénover. On ne peut pas répondre à cette question de manière binaire. On connaît tous la séquence, effectivement, depuis les années 90 de dividendes de la paix, qui effectivement a conduit certains gouvernements avant 2017 à faire des choix. Et effectivement, sur certaines capacités, à repousser des programmes de modernisation, à ne pas avoir des stocks suffisants. Et donc, on a l'armée qu'on a souhaité dans les années 2000. Aujourd'hui, effectivement, on est dans un nouveau contexte stratégique avec plus de brutalité, plus de létalité, plus de personnes engagées. Et donc, on doit reconstituer. On avait besoin de reconstituer des stocks. Bien entendu, c'est bien le constat de 2017. Que le nombre d'obus fabriqués en France en un an correspond à une semaine de tirs d'obus envoyés par la Russie en Ukraine? Je n'ai pas cette comparaison, mais il faut juste dire que la France et l'Ukraine, c'est pas tout à fait pareil. Oui. La France, c'est une puissance dotée, et comme le disait Charles de Gaulle en son temps, la dissuasion plutôt que les troufions. Ce qui veut dire que quand on est une puissance dotée, on n'a pas besoin tout à fait du même niveau de force conventionnelle. Les deux ne s'opposent pas, la dissuasion s'épaule avec les forces conventionnelles, mais nous ne sommes pas dans le même contexte stratégique, puisque puissance dotée et puissance membre d'alliances importantes également. Emmanuel Dupé. Non, je crois que Thomas a parfaitement raison. Il y avait eu plusieurs travaux parlementaires. J'ai souvenir d'un travail fait par la désormais secrétaire d'État à la Défense, Patricia Mériès, et son collègue Jean-Louis Thériault, sur notre capacité de production d'armement. Et donc avait été évoqué le fait que nous ne pourrions pas tenir plus de une semaine, 2 semaines. J'entends beaucoup de généraux le dire. C'est une mission de l'Assemblée nationale qui et c'est là où je voulais en venir. Et je crois que Monsieur le député a eu raison d'initier un rapport ou une étude sur notre stock d'armement et notre capacité d'augmenter la production. Emmanuel Kiva, le directeur général de la DGA, le DGA, a évoqué le fait qu'il fallait, en écho avec un discours qu'avait prononcé Sébastien Lecornu à Euronaval ou Eurosatori, je ne sais plus, je crois que c'était à Eurosatori, qu'il fallait diminuer de 9 mois à 3 mois la production de notre armement, de notre production de munitions. Pour répondre à votre question, les 30 000 obus que vous évoquiez, qui sont dépensés en une semaine, c'est à peu près ce que produisent par an les Américains aussi. Alors, à ça, une réponse évidente. Après, je redonnerai la parole à Eduardo. Nous ne sommes pas dans une guerre de haute intensité, nous. Et si nous étions engagés, nous ne le serions pas seuls. C'est pas la France contre la Russie. C'est la France engagée dans un système de sécurité collective à travers l'article 5 et l'article 4 de l'OTAN. Nous sommes engagés depuis 1999 avec la création, enfin, plus solide et plus robuste d'une politique européenne de sécurité commune avec nos partenaires européens. Donc l'idée selon laquelle nous ne tenerions pas plus de 8 jours ou 2 semaines ne tient pas. Parce que c'est pas comme ça que la guerre se fait. Oui, d'accord. Édouard Dorian-Sipel. Pourquoi on ne transpose pas ce qui se passe entre l'Ukraine et la Russie à un conflit dans lequel la France serait engagée? On peut faire le parallèle. Mais pardon, je vais vous dire ma façon de penser, qui à mon avis est la façon de penser de n'importe quel chef militaire. Pourquoi Poutine a osé attaquer militairement l'Ukraine? Parce que l'Ukraine n'est pas une puissance nucléaire et qu'elle n'est pas membre de l'OTAN. Au contraire de la France, qui dispose de la dissuasion maximale, le premier qui ose venir nous attaquer en haute intensité prend le risque d'être vitrifié à la seconde par une attaque militaire. Je peux vous dire que... On a les moyens, vraiment. On a vraiment les moyens de liquider en une touche ou deux n'importe quel État ou entité qui voudrait porter une attaque massive contre nous. Et c'est la raison pour laquelle Poutine n'attaque pas les membres de l'OTAN de manière très nette. Il n'est pas totalement fou. Et deuxièmement... Mais il n'est pas fou du tout. Cette idée que Poutine il peut perdre la raison pour autant. Parce que je pense que la décision d'attaquer l'Ukraine est une décision totalement dévastatrice pour la Russie elle-même. Non, mais c'est un autre débat. En revanche... C'est un autre débat. Parce que, soi-disant, il était très malade, mais il n'est pas malade du tout. Ça, c'est encore des histoires de communication ou autre. Moi, je ne veux pas me mettre dans la tête de Poutine, vous n'y êtes pas, moi non plus. Donc alors, regardons les faits. Les faits sont les suivants, parlons de chez nous. Aujourd'hui, je pense que la lucidité et l'intérêt de la France, comme de l'Europe, c'est qu'on fasse les choix et les décisions nécessaires pour mettre nos armées
à niveau des conflits de demain qui peuvent être à haute intensité. Donc il faut renforcer, et ce sont les choix du président de la République, et par rapport à une situation qui s'est dégradée au cours de ces dernières années. La loi de programmation militaire avec plus 413 milliards d'euros, enfin 413 milliards d'euros sur l'ensemble de la période, d'augmentation d'un tiers par rapport à la loi de programmation militaire précédente, elle répond à ces défis, à une situation géopolitique de guerre qui s'est dégradée sur l'ensemble de la planète. Et 2030, c'est demain. Et je vais vous dire un truc, mettons que demain, il y a un conflit mondial, qu'est-ce qui se passe avec l'économie française? Elle va totalement se tourner vers la guerre. Au lieu de fabriquer des yaourts ou je ne sais trop quoi, ou des industries automobiles, on va tout tourner vers l'économie de guerre. C'est pas le choix que je souhaite. Donc, à la fois, on prend le temps d'anticiper les crises de demain et les risques de demain. On se met à niveau avec des choix lucides dans une période où la dégradation géopolitique est majeure. Thomas Gassiou. Non, le président résume ça en disant qu'il faut privilégier la cohérence à la masse, c'est-à-dire qu'on va être capable de tout faire, d'avoir des capacités de renseignement, d'avoir une autonomie pour évaluer les situations et d'action, mais on ne souhaite pas non plus revenir à une armée de masse, d'où le service national qui reste suspendu. Donc on n'est pas effectivement dans une transformation qui viserait à redonner des moyens dont on disposait pendant la guerre froide, mais par contre d'avoir un modèle complet et cohérent. Alors, nous allons prendre, juste après la pub, parce qu'il faut s'arrêter, petite pause de 3 minutes, Cynthia, qui est à Châlons-en-Champagne, qui veut vous poser une question. Quelle est la position de l'armée française par rapport à l'Ukraine, la stratégie pour la suite? Bon, évidemment, c'est de l'interrogation que beaucoup de Français se posent. Évidemment, c'est la question qu'on se pose. Frédéric, qui est à Toulouse, je suis un ancien de la Légion étrangère, on va faire comme les Américains en investissant dans le cyber, mais nous manquons de compétences humaines, dit-il. Il va expliquer ce qu'il dit. Dans un instant, juste après la pub, à tout de suite. Sud Radio Parlons Vrai chez Bourdin, 10h30, 12h30, Jean-Jacques Bourdin. Il est 11h31, merci d'être avec nous. Alors, nous prenons Cynthia, comme promis, tout de suite. Cynthia qui est à Châlons-en-Champagne dans la Marne. Bonjour Cynthia. Oui, bonjour. Bonjour Cynthia. Oui. Vous avez une question à poser à nos experts? Oui, tout à fait. Merci. Merci de me recevoir et puis de me laisser la possibilité donc de poser la question. Allez-y. Et présenter. Voilà. Donc en fait, j'ai quelques petites phrases juste avant la question. Voilà. Sachant que vous avez reçu, Monsieur Gassiou, vous avez reçu il y a un peu plus d'un an le rapport de Madame Marin sur le génocide économique des nations en main propre de la part d'un élu de l'Ouest lyonnais. Ce rapport a été distribué dans toute la France à des élus, dont des députés, sous forme d'un article paru dans Profession Gendarme, qui s'intitule « Chute en nous génocide ». Je ne comprends pas très bien, Cynthia, là. Je ne vois pas le rapport, là. Allez-y. Oui. Voilà, donc, mais moi j'ai une question, posez votre question Cynthia. Alors ma question c'est surtout, est-ce que vous ne pensez pas que l'ennemi est à l'intérieur de la France? C'est-à-dire l'ennemi à l'intérieur? Est-ce que c'est pas plutôt une guerre, on n'est pas plus sur une guerre économique plutôt qu'une guerre qui peut protéger en fait les populations? Moi, c'est surtout ça. C'est-à-dire, vous pensez que la guerre en Ukraine, parce que vous vouliez parler de l'Ukraine et de la Russie, hein, vous pensez que c'est une guerre économique? Oui, je comprends. Si pour essayer de réfléchir à votre pensée, Cynthia, vous pensez qu'il y a un intérêt économique caché derrière le monde occidental à conduire et à poursuivre cette guerre face à la Russie? Oui, effectivement, oui. C'est plus clair. Au moins, disons les choses clairement. Hein, Bon, est-ce que derrière, il y a des enjeux économiques? Mais ça, c'est certain. Cynthia a raison. Parce qu'il y aura des enjeux économiques pour la reconstruction de l'Ukraine. Alors, il est évident que les pays occidentaux se positionnent. Disons clairement les choses, Thomas Gassiou. Alors, qu'il y ait des enjeux économiques, oui. Mais pour l'instant, cette guerre, elle coûte énormément d'argent. Au-delà des vies humaines qui sont engagées. Pour répondre à Cynthia, sur cette guerre, nous on pense qu'il y a clairement un agresseur et un agressé, en violation d'ailleurs de toutes les règles internationales. Notre position, c'est de vouloir faire cesser la guerre sans faire la guerre,
en aidant le pays agressé à se défendre légitimement face à l'agresseur. Attendez, faire cesser une guerre sans faire la guerre. Sans faire nous-mêmes la guerre. Une limite, et certains pensent à une hypocrisie du monde occidental. Pourquoi ? Parce que le monde occidental n'envoie pas de soldats et n'enverra pas de soldats. Pourquoi ? Parce que si le monde occidental envoie des soldats, il y a co-belligérance, évidemment. Donc, et puis les opinions publiques n'accepteront jamais... J'imagine l'opinion publique française qui n'acceptera pas que des soldats français aillent se battre à la frontière entre l'Ukraine et la Russie. Hein. Donc, il y a une forme d'hypocrisie tout de même. Non, c'est pas une hypocrisie, c'est une limite avec une Ukraine qu'on souhaite aider à se défendre, mais Ukraine qui n'est ni membre de l'Union européenne, ni membre de l'OTAN. Il en aurait été très différent si un des pays baltes avait été attaqué, si la Pologne avait été attaquée. Membre de l'OTAN, bien sûr. Donc il y a une différence. On aide l'Ukraine à se défendre, mais pour autant, on ne s'engage pas directement dans la co-belligérance. Alors, je vais vous donner la parole, mais je voudrais faire une remarque. C'est que dans son discours à Mont-de-Marsan, Emmanuel Macron n'a jamais parlé de l'OTAN. Jamais. Pas un mot sur l'OTAN. Il a parlé d'Union européenne, vous l'avez remarqué, Emmanuel Dupuy. J'en parlais avec Thomas Gassilou juste avant. Ah, juste avant. Pourquoi ? Parce que je trouve, et ça permet de répondre allez-y. À Cynthia, c'est ça, ou Laetitia ? Cynthia. À Cynthia, par rapport à la dimension économique. Moi, je suis un fervent défenseur de la défense européenne, j'ai toujours été, je l'enseigne en plus à mes étudiants. Oui. On est, je crois, tous les trois d'accord sur ce principe. Il y a quand même une sorte de déclinaison inévitable. Une américanisation de notre outil de défense, de protection postérieure à la guerre. Pourquoi je dis ça ? Parce que il y a à peu près... douzaine, peut-être même quinzaine de pays qui vont acheter du F-35 américain. C'est quoi le H-35 ? C'est un avion de combat. Un avion de combat. Exact. Et qui n'achètent pas des avions européens. Pour remplacer les Eurofighters dont ils disposent déjà. Exactement. Et pour remplacer le futur avion de combat, le SCAF, le système de combat aérien du futur, sur lequel nous sommes engagés avec nos amis allemands. Oui. Donc ça, c'est un premier élément. Ce qui est vrai pour l'aérien est vrai pour les tanks. Les chars. Puisque les Léopard 2 ont été produits à raison de 3500 exemplaires. Les Abrams ont été produits à raison de 4000 exemplaires. Le Leclerc n'a jamais dépassé 500. Oui. Donc il y a une sorte de concurrence militaire qui est en train de se jouer. Les Polonais sont en train de s'abrahumiser, si vous m'autorisez l'expression. Les Allemands libéreraient leur Léopard 2 s'ils avaient des Abrams, etc. etc. Alors je vous arrête. Donc il y a effectivement un avantage. Il y a un combat, pardonnez-moi, il y a un combat économique, des rivalités économiques entre les industries d'armement allemandes, françaises, américaines. C'est évident. Et ce terrain de guerre est un terrain sur lequel on s'affronte même dans le camp occidental. Oui, mais nous avons des projets aussi communs. C'est toute la difficulté. À la fois, il y a de la compétition. Pardon. Mais les projets communs, mais hier, je vais vous donner 60 ans. Mais alors, attendez, hier, là, je vais y aller. Hier, 60 ans, cette célébration magnifique de cette amitié franco-allemande. Pas une avancée dans le domaine de la défense. Non, il y a beaucoup de choses qui avancent et je pense que le président de la commission de la défense pourra nous rappeler quelques détails. Moi, je vous donne un exemple qui est un exemple du passé et qui est concret aujourd'hui, qui a une réalisation, c'est l'A400M, c'est-à-dire ce grand avion qui est l'équivalent de l'A380 dans le monde civil, pour les projections de nos forces et de notre logistique. Ça change complètement. C'est une rupture stratégique parce que ça nous permet... Airbus, Et donc ça, c'est européen. Alors peut-être que c'est le dernier grand projet européen. Je pense que si on veut faire l'Europe de la défense, c'est pas le grand soir de l'Europe de la défense, c'est par des projets concrets. Quand l'Europe... on avance pas. Si, parce qu'il y a des crises. On fait des drones ensemble. On a des projets avec les Allemands, avec Nexter, etc. L'entreprise qui produisait des chars. Il y a d'autres projets en commun. Donc je pense que c'est difficile. C'est vrai que il faut changer l'état. Vous avez raison. Je pense qu'on est à un tournant. Et c'est face à la guerre, face au conflit dur, que les Européens se rendent compte, notamment sur la question énergétique. Oui, mais les rivalités industrielles, pour l'instant, s'imposent. Il y en a, mais il y a des accords pour l'instant, parce qu'on est sur des enjeux de souveraineté, mais sur le cyber, sur des projets il y a beaucoup de terrains sur lesquels l'Europe, par exemple, peut approfondir
projet par projet, pragmatique, sans raconter des histoires sur l'Europe de la défense. C'est comme ça qu'on le fera. Et il faut qu'on convainque des partenaires européens qui peuvent être parfois un peu plus tièdes sur les questions militaires et de défense. Mais croyez-moi, avec la guerre de la Russie, avec les enjeux sur l'économie allemande, sur les enjeux sur l'énergie et sur les risques pour la sécurité collective de l'Europe, je crois qu'il y a un changement d'état d'esprit dont le sommet de Versailles avec Macron, juste après son élection, a pour moi fixé les grandes lignes pour le futur. Thomas Gassillou. Je voudrais réfuter le fait qu'il y a un intérêt économique à faire la guerre. Cette guerre, ce n'est pas nous qui la voulons. Les Américains ont un intérêt économique, vous le savez bien. Ce sont les Russes qui veulent cette guerre. Oui, en Européens, ça ne veut pas dire exonérer les Russes de leurs responsabilités. Ce sont eux qui veulent la guerre. Ce sont eux qui veulent la guerre. Ça coûte de l'argent aux Européens. Par ailleurs, on finance ensemble une bonne part des matériels que nous livrons à l'Ukraine au travers de la facilité européenne de paix. Donc cette guerre, ce n'est pas nous qui la voulons. Nous, elle nous coûte de l'argent. Elle coûte de l'argent également aux Russes. Après, effectivement, il y a des industriels, on va dire, dans chaque pays en matière de défense. On essaie de coordonner tout ça. On essaie de créer de grands programmes d'armement commun. Hier, le chancelier et le président ont rappelé l'importance du système de combat aérien du futur, l'avion futur et du char du futur également. Mais d'accord. Alors, l'avion du futur, mais concrètement, il en est où cet avion du futur? Alors cet avion du futur, c'est il y a on vient de mettre ensemble plusieurs milliards d'euros pour lancer un démonstrateur et l'avion, effectivement, il y a 2 ans qui s'ouvre de recherche et développement pour passer à la 4e génération et Vous savez très bien, malheureusement, que ce sont des programmes malheureusement, vous savez très bien que plus l'Europe de la défense va avancer, plus les projets communs vont avancer, plus les Américains seront prêts à nous mettre des bâtons dans les roues. Vous avez raison. Vous le savez bien. Alors vous avez raison. Mais c'est pourquoi à un moment donné, il faut savoir si les Européens sont des Européens. C'est comme ça qu'il faut parler à nos partenaires européens. Moi je suis pour une souveraineté européenne. Je suis pour qu'on soit capable en Europe d'être autonome au plan stratégique fondamental. Énergie, défense, technologie, innovation, industrie. C'est encore la ligne. Pardon, moi, on me demande souvent, mais t'es socialiste, pourquoi t'as été chez Macron? C'est très simple, parce que c'est l'homme qui est dans un esprit gaullien, nous a dit, ma politique, c'est l'autonomie stratégique de la France et de l'Europe. Moi, j'ai pas envie d'être dépendant de continents étrangers, même de nos amis américains. Moi, je pense qu'on a les moyens comme Français, si on se coordonne et si on coopère avec les 500 millions d'Européens qui constituent notre démographie et nos pays, c'est là, ça ne veut pas dire qu'on est contre les autres, enfin, ça veut dire qu'on veut s'assumer. Et la défense... Les Polonais achètent américains et d'autres pays d'Europe achètent américains. C'est compliqué. C'est compliqué. Il n'y a pas que la Pologne. Emmanuel Dupé. Oui, alors... on est tous d'accord, mais en le disant autrement, évidemment, c'est la Russie qui nous oblige à revisiter notre logiciel de défense. Bien sûr. Ça ne veut pas dire que... La Chine aussi. Demain, la Russie aujourd'hui... D'une autre manière et sur un plus long terme, mais la Chine nous oblige à tout réorganiser. Et les puissances émergentes comme l'Iran qui sont en train de se doter d'une armée massive. Bref, le nouveau monde à lequel nous devons faire face. Mais je crois qu'il y a un élément important, et je crois que le président de la Commission de la Défense sera d'accord avec moi, c'est qu'il faut éviter, comme nous l'avons fait il y a une dizaine d'années, les ruptures technologiques. Nous n'avons pas compris qu'il fallait investir dans les drones. Parce que nous ne pensions pas que le théâtre d'opération allait se droniser. On le voit au Sahel. Maintenant, tous nos partenaires veulent des drones. Vers qui se tournent-ils? Vers la Turquie qui en produit et qui continue à en produire de manière industrielle à, disons, low cost, de manière plus accessible. Je ne dis pas qu'il ne faut pas des drones mâles de moyenne altitude et de longue endurance, l'Eurodrone sur lequel nous investissons, mais il faut des drones plus faciles d'emploi. Or, il y a 10 ans, peut-être 15 ans, nous n'avons pas cru à cette rupture. Je crois qu'il faut faire attention sur le cyber. Je crois qu'on aura un auditeur qui va intervenir. En disant qu'il ne faut pas louper cette capacité. C'est très bien d'avoir créé l'Agence nationale des systèmes de sécurité informatique, l'ANSSI. C'est très bien d'avoir désormais un nouveau commandement cyber au sein des forces armées. Jean-Yves Le Drian. Le ComCyber, en 2012. Avec Jean-Yves Le Drian qui a beaucoup contribué, notamment avec sa particularité du centre d'analyse de lutte informatique et défensive. Mais il faut aussi, et j'en terminerai par là, que l'on pense que la prévention du futur ou la dissuasion du futur, c'est pas seulement l'arme nucléaire, c'est les capacités offensives en matière cyber. Donc, d'un mot, ce qui est important, c'est pas tellement la liste à la Prévert des matériels dont nous aurons besoin, les milliards que nous allons mettre sur ces différents armements, c'est de considérer qu'il faille penser la guerre pas à l'horizon de 2023,
de 2030-2050. Oui. Donc l'investissement sur les technologies de rupture. Alors on va parler des technologies avec Frédéric dans un instant. Vous répondrez si Thomas Gassillou à Frédéric, et puis vous aussi Emmanuel Dupuis, tous les trois d'ailleurs, qui est un ancien légionnaire, Frédéric, et qui veut nous parler du cyber justement. Dans un instant, il est 11h43 tout de suite. Sud Radio Parlons Vrai chez Bourdin, 10h30, 12h30, Jean-Jacques Bourdin. Bien, il est 11h46. Frédéric est avec nous. Bonjour Frédéric. Bonjour à tous, bonjour aux auditeurs. Vous êtes un ancien de la Légion étrangère, Frédéric. Ouais, exactement. Et qu'est-ce que vous vouliez dire, poser comme question à nos experts? Premier point, j'aimerais rappeler à tout le monde autour de la table qu'on n'a pas d'amis, mais que des partenaires. Parce qu'on n'a pas d'amis, tout simplement. Deuxième point, il y a deux forces militaires réelles en Europe. C'est les Anglais et nous. Le reste, c'est des armées croupirons où il y a trois types qui tournent autour d'un véhicule blindé. Plus l'armée polonaise, par exemple. Hein. Ah oui, alors, mais l'armée polonaise, eux, ils ont une aversion viscérale du russe depuis toujours, notamment depuis Katyn. Oui. Donc, ils ont un grief qui traîne depuis 50 ans ou 80 ans. Donc, du coup, on peut les comprendre. Et par ailleurs, ils n'ont pas acheté que des chars américains, mais des chars coréens et des obus américains, comme tous les États du nord de l'Europe, parce qu'on n'en produit plus en Europe. Deuxième point, pour faire un petit point réel, toutes les lois de programmation militaire, les dernières années de chaque loi de programmation militaire qui dure 5 ans, ont été rendues à l'État qui est dispendieux et qui ne fait pas attention de l'argent des Français. Donc l'armée n'a jamais eu depuis 25-30 ans le budget réel dont elle avait besoin pour fonctionner réellement. Si on respectait les LPM depuis 2012 au moins, vous pouvez vérifier, tous les militaires vous le diront. La loi de programmation militaire a été respectée de 2019. Si je peux finir, s'il vous plaît. Non, mais si je peux finir, s'il vous plaît. Il n'y a pas de souci, je laisse finir, mais je laisse pas des contre-vérités être dites, c'est tout. Bon, très bien. Je me suis peut-être emporté, hein, c'est pas très grave. Non, c'est pas grave. Emporté, mais vous aviez raison jusqu'en 2000, combien? Jusqu'en 2012. En gros, c'est Sarkozy, 2019, à cause de la réduction de la RGPP, qui fait qu'on perd des enseignants, on perd des militaires, et depuis Hollande, on a essayé de remonter et c'est tenu. Très bien. Par ailleurs, des drones, nous en possédons, des très bons, qui sont des Reapers, avec qui on tue pas mal de gens. C'est le boulot. Et c'est des drones américains, puisque le drone européen n'a jamais abouti pour différents... Parce que chaque État a une particularité. Et donc, de fait, ça fait une charge de travail et une charge industrielle qui est trop lourde et qui n'arrive pas à aboutir. J'en veux de même la preuve pour le SCAF, puisque les Allemands, qui ne sont pas nos amis, veulent voler toutes les technologies d'assaut à leur profit pour faire un Eurofighter, alors qu'on aurait dû faire le Rafale, était un avion européen au départ. Et les Anglais et les Allemands ont refusé de travailler avec nous. Donc, il n'y a pas de... comme je le disais au début, et comme le dit M. Alain Juillet, il n'y a pas d'amis, il n'y a que des partenaires. Moi je crois que la vraie voie de la France, pour de vrai, puisque vous évoquiez De Gaulle, la vraie voie de la France, c'est d'être indépendant, c'est-à-dire sortir de l'OTAN. Mais après, moi, ça n'engage qu'à moi, je ne suis pas un homme politique. Ce que je veux dire par là, c'est que l'armée française tient dans le Stade de France, et sur la totalité, l'armée de terre, pardon, et sur la totalité de l'armée de terre, en gros, vous avez quelques régiments de Légion, quelques régiments de para, des régiments de chasse alpin, des vieux régiments comme le RICM, le 1er I, le 15-2, et qui sont des vieux régiments d'infanterie qui tiennent la route. On a 3000 forces spéciales, et le reste, qu'est-ce que c'est? C'est ça qu'il faut regarder réellement. Bien. Les gens ne vont pas courir tous les matins. Alors c'est la raison peut-être pour laquelle il faut engager et investir. Vous répondez, vous êtes Thomas Gassillou, député et président de la Commission de la Défense nationale et des Forces armées. Répondez à notre auditeur Frédéric. Alors plusieurs points. Premier point, je pense qu'il faut assumer qu'on n'a pas fait le choix d'un modèle de masse. Effectivement, quand monsieur dit, c'est Frédéric, je crois, l'armée de terre, alors c'est la force opérationnelle terrestre de 77 000 hommes qui tiennent dans le Stade de France. Et parce que c'est l'armée aujourd'hui dont on estime avoir besoin, étant un État doté de la dissuasion nucléaire et étant membre de l'Union européenne et de l'OTAN. Donc c'est un choix parfaitement assumé d'une armée moins nombreuse, mais plus technologique, avec un modèle cohérent et complet. Ça, c'est le premier point. Deuxième point concernant l'OTAN. Moi, il me semble que l'OTAN nous apporte des capacités sans rien nous enlever. Et donc, en quoi, il faudrait que monsieur m'explique, en quoi on serait plus puissant sans être dans l'OTAN ou sans être dans l'Union européenne. Enfin, sur les programmes, monsieur a parlé des drones. Effectivement, alors le programme de drone européen n'est pas arrêté, au contraire, il a été confirmé. Ça s'appelle l'Eurodrone. C'est un grand drone de
pour la haute altitude. Oui, et également, il sera opérationnel quand ? Il a été validé dernièrement. C'est un grand programme. Il sera opérationnel, je pense, dans 5 ans environ. Enfin, ça sera un chiffre qui sera. Mais dès 2023, on a un drone sur le segment tactique plus bas pour l'armée de terre qui s'appelle le Patroller, qui va être opérationnel, je pense, d'ici la fin de l'année. Mais c'est un drone européen. Ça, c'est un drone français. Safran, français uniquement. Exactement, c'est Safran qui fait ça. Français. Oui, mais pas européen. Non, mais est-ce qu'il sera acheté aussi, mais il y a déjà des projets acheté par les Européens. Alors déjà dans le Safran n'est pas une entreprise que purement française. Non, il y a des participations européennes. Est-ce que des États européens vont acheter ce drone ? Peut-être. En tout cas, il y a un projet de drone européen entre Français, Italiens et je ne sais plus quel autre pays. Je pense qu'il y a plusieurs projets. Mais je veux quand même aller à l'essentiel parce que je pense que vos éditeurs s'intéressent à cette question. Sortir de l'OTAN. Alors, est-ce qu'on sort totalement de l'OTAN ou on sort uniquement du commandement intégré où on est revenu avec Nicolas Sarkozy et nous avec François Hollande on a décidé de rester dans le commandement intégré. Je pense qu'il faut rester partout, surtout dans le contexte actuel, parce que nous collaborons, on a accès aux renseignements et on prend part aux décisions dans le commandement intégré de l'OTAN. Allez dire aux Ukrainiens que l'OTAN c'est pas bien. Demandez-leur s'ils n'avaient pas envie d'y être. Je pense que ça aurait évité une guerre. Ça aurait dissuadé M. Poutine d'avoir l'idée d'envahir et d'attaquer. Demandez-vous pourquoi la Suède et la Finlande, illico presto, après la décision d'attaquer l'Ukraine par Vladimir Poutine, ont décidé de demander leur adhésion à l'OTAN. Ça nous protège, c'est ce qui assure notre sécurité collective, c'est ce qui dissuade tout le monde de nous attaquer de manière importante. Pourquoi ? Parce que le premier pays de l'OTAN qui est attaqué, vous savez bien, ça déclenche l'article qui fait que tous les autres viennent. Ce sont 3 puissances nucléaires qui font membre de l'OTAN, États-Unis, Grande-Bretagne et la France. On est d'accord, sauf qu'on n'entre pas dans l'OTAN en période de guerre. Vous comprenez ce que je veux dire ? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, un pays qui est en guerre ne peut pas rentrer dans l'OTAN. Voilà, peut pas rentrer dans l'OTAN. Tout à fait, mais ce que je dis, c'est pour répondre à notre ami légionnaire qui posait la question de sortir. Et tout le monde n'est pas de Gaulle. Moi, je suis un gaulliste de gauche. Et je pense que c'est pas la meilleure décision que le général ait prise de sortir du commandement intégré. Je vois pas ce que ça a servi la France. En revanche, seul un personnage de la stature et de la puissance du général Gaulle pouvait prendre une décision comme ça, combien même, à mon avis, elle n'a pas fait l'affaire de la France. Je vois pas ce qu'on a gagné en sortant, en fait. Pour apporter une modeste contribution au débat, la sortie de l'OTAN nous priverait de matériel dont nous ne disposons pas. Quand nous projetons nos forces, nous avons besoin d'hélicoptères lourds dont nous ne disposons pas suffisamment. D'ailleurs, c'est le cas des hélicoptères lourds britanniques que nous avons utilisés pour notre opération au Sahel. Nous ne disposons pas de ce qu'on appelle des avions de transport hors gabarit. Nous sommes obligés d'aller les chercher, en fait, d'utiliser des capacités privées, notamment, ce qui va poser des problèmes avec les Antonov, dont certaines entreprises ont été détruites au début du conflit. Donc, pour projeter des forces, nos 33 000 militaires français qui sont projetables en extérieur, on a besoin de ces capacités. Si nous sortons de l'OTAN, ce sont des capacités de renseignement, de surveillance extra-atmosphérique que nous donnent aimablement, ou parfois avec un peu plus de contraintes et un petit peu moins de diligence, nos partenaires américains, pour surveiller le champ de bataille dans lequel nous sommes engagés. Je prends l'exemple du Sahel aujourd'hui, je pourrais prendre l'exemple de l'opération Chamal en Syrie et en Irak également. Donc effectivement, il y a un bénéfice à l'envers. Nous devrions être beaucoup plus influents au sein de l'OTAN. Nous devrions franciser un certain nombre de comités militaires. Nous devrions être beaucoup plus malins, subtils, comme le font beaucoup de pays de l'OTAN, qui otanisent leur capacité de réflexion stratégique en investissant dans la machine. Je vais être encore plus direct. Est-ce que au sein de l'OTAN, la Turquie est plus influente que nous ? Bien sûr que non. Non. Vous êtes sûr ? Oui. Je ne suis pas complètement certain. Écoutez, franchement, en revanche, il y a un sujet avec la Turquie. Il y a un sujet avec la Turquie. Je vous donne un exemple concret. Ils ont des avions de chasse américains, je ne sais plus lesquels. Ils sont contraignants. Attendez, juste un mot parce que je pense que c'est important. On va rentrer dans la technique. Il y a un double discours, parfois une attitude ambivalente. Je suis dans l'OTAN, mais en même temps, je joue un jeu qui n'est pas celui de l'OTAN. Un exemple très concret. La Turquie dispose, comme membre de l'OTAN, d'avions de chasse américains, je ne sais plus si c'était F-16, F-15, à vérifier. Qu'est-ce qu'ils ont fait récemment ? Ça date pas d'aujourd'hui, ça date de quelques années. Ils ont acheté des systèmes de missiles anti-aériens russes, les fameux S-400, S-500, qui ne sont pas compatibles avec en plus les avions. Donc il y a un jeu quand même qui est compliqué. Mais je crois que
la Turquie est quand même dans l'OTAN de manière claire. Et je pense qu'il faut parler un langage très clair, net, avec nos partenaires turcs dans le cadre de l'OTAN. C'est que faites-vous et jusqu'où êtes-vous avec nous? Mais ils sont dans l'OTAN, mais ils ne peuvent pas peser contre le triptyque Grande-Bretagne, États-Unis, France. Je pense que la Turquie ne peut pas inverser cette tendance-là. Il y a 3 États qui comptent vraiment dans l'OTAN. Chaque réunion de l'OTAN est précédée d'une réunion entre effectivement Royaume-Uni, France et États-Unis. Il faut rappeler ce que c'est l'OTAN. L'OTAN, c'est la défense collective de l'Europe. C'est pas la projection sur d'autres territoires. Il faut rappeler également un deuxième point, c'est que notre dissuasion, nous, n'est pas mise dans l'OTAN. On garde une parfaite autonomie, une souveraineté sur la dissuasion totale, nucléaire. À la fois au niveau industriel, au niveau d'emploi, ça c'est très important de la dissuasion, alors que l'OTAN est une alliance nucléaire pour d'autres États. Et enfin, l'OTAN, pour nous, c'est un gage également d'interopérabilité. C'est des endroits où on apprend à travailler ensemble. Et ça, c'est très important pour développer les capacités opérationnelles de nos armées. Bien. Eh ben, merci, messieurs. Merci. Non, c'est fini. Pardon. Je vais rajouter un mot à toi. Et oui, il est déjà 11h56. Mais c'est passionnant. On pourrait débattre 2 heures. Et sérieux. Et sérieux. Eh ben, venez à la commission de la Défense. On débat des heures à ce sujet-là. Voilà une bonne idée. On s'organise en face à l'opération de coopération de Shanghai avec la Chine, la Russie, le Pakistan. Non, je sais bien. Donc attention. Bien, il est 11h57. Merci d'être venu nous voir, d'avoir participé à ce débat et merci à toutes celles et ceux qui sont intervenus, qui ont eu envie d'intervenir, qui n'ont pas pu. Après les infos de midi, je nous parlerai de Mayotte. Pourquoi il y a une nouvelle manifestation aujourd'hui à Mayotte, sur l'île, contre la violence et l'insécurité. Nous en parlons avec la députée de Mayotte, Estelle Youssoufa, qui sera notre invitée dans quelques minutes, 11h57.